accueil de jour, UAPE, parascolaire. Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Tu révises? C'est bien. Bah ouais, effectivement, tu vois, sur l'accueil de jour dans notre région, c'est toujours un casse-tête pour les parents, hein. Et oui, un casse-tête concernant les chiffres, à quelles conditions, à quel prix les enfants peuvent-ils être accueillis dans ces structures. Et surtout, autre nouveauté qui commence à prendre un petit peu dans la région, c'est notamment l'accueil des enfants à besoins spécifiques. La bonne nouvelle, c'est que plusieurs structures d'accueil ont ouvert dans la région, c'est notamment le cas à Chaiseray, où plus de places sont proposées pour les enfants, 72 places du côté de Tournicotti. Moi, je file sur place, Alexandre. Et à oui, tout à l'heure. alors à tout à l'heure, Andrea. Et puis oui, tu as raison de parler de ça, parce que ça se développe beaucoup dans notre région et dans tout le canton. Ça a triplé en 10 ans l'offre de places, mais pour autant, se posent encore pas mal de questions. On va tenter d'y répondre avec la Fondation pour l'accueil de la jeunesse dans le canton, la FAGE, et puis une association intercommunale. On en parle en plateau aujourd'hui dans Fais voir ta région. Bienvenue. L'accueil de jour, quels enjeux pour aujourd'hui et surtout pour demain? On en parle aujourd'hui avec mes deux invités en plateau. Bonjour à vous, Sylvie Lacoste. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de la FAGE, c'est donc la Fondation pour l'accueil de jour des enfants, avec un financement mi-public, mi-privé, on pourra en parler. La FAGE, c'est elle qui aide les communes et les UAPE dans notre canton notamment. On va parler avec vous de différentes actualités, des enjeux, mais aussi de ce rapport de la Cour des comptes qui a été publié aujourd'hui et qui émet certaines critiques, notamment sur le contrôle financier que pourraient avoir les institutions liées à l'accueil de jour. Bonjour à vous Isabelle Jacquet. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'AEE, c'est l'association intercommunale enfance et école de l'Assé-Boiron. Et puis avec vous, on va parler du rôle justement d'une association intercommunale dans l'accueil de jour dans notre région et dans notre district, et aussi de différentes actualités, comme notamment l'ouverture d'une UAPE à Chaiseray, dans un bâtiment multifonction qu'on ira voir après. Mais déjà, si vous le voulez bien, plaçons un petit peu le contexte, et notamment avec vous, Sylvie Lacoste. Depuis une dizaine d'années, l'offre a triplé au niveau de l'accueil de jour. Qu'est-ce qui a changé, justement? Parce qu'on sait que la démographie évolue, l'accueil de jour évolue aussi. Quel regard vous portez sur les 10 dernières années? Je dirais le développement, il est le produit aussi d'un accord à la fois politique et économique qui a été de décider d'un financement paritaire et d'une révision de la loi en 2018 qui a permis l'augmentation des ressources de la fondation que je dirige pour pouvoir injecter plus d'argent, notamment pour le développement du parascolaire. Il s'agissait de aussi identifier quelles étaient les prestations en fait que les réseaux d'accueil veut dire regroupement de communes, pouvaient développer en matière parascolaire pour mieux travailler sur la fameuse journée continue de l'écolier. Et dans la région, qu'est-ce qu'on a vu comme évolution, notamment avec les communes que vous représentez dans l'Assé-Boiron? De ce fait, par rapport à la création de la FAGE, on a, nous, créé notre propre réseau avec des accueils dans les différentes communes. Nous avons créé en fait des accueils dans chacune des communes qui a un collège primaire. D'accord. Donc il y a un développement qui se fait aussi en dehors des villes, dans les petites communes de notre district. Vous avez senti aussi une augmentation à la fois de l'offre et de la demande, surtout de la demande. Ouais. Donc l'offre, forcément, elle doit en découler, mais disons que c'est surtout la demande. Ouais. C'est vrai qu'on n'avait pas d'accueil en soi dans la région. Et c'était très, très important en fait, de mettre ça en place pour justement pouvoir répondre à la demande des parents et de favoriser aussi cette journée continue au maximum pour les enfants avec un accueil de qualité. Alors justement, on va le voir en chiffres, si vous le voulez bien. On va déjà regarder l'accueil parascolaire, l'augmentation en 15 ans, depuis 2007 à 2023. Regardez une augmentation d'environ 20% des enfants, et alors une augmentation, mais plus du triple du nombre de places. Et pour autant, un taux de couverture, Sylvie Lacoste, et puis là on le voit aussi avec le parascolaire exactement, un taux de couverture qui est aussi vers les 15-16%. Donc
on voit que malgré un développement énorme des infrastructures et du nombre de places, qu'il y a toujours des listes d'attente et qu'on peine justement à rejoindre cette courbe de la demande. Pourquoi ? Alors, je dirais que le canton de Vaud est victime de son succès. Il est victime de son dynamisme économique. On sait que le canton de Vaud, si on le compare aux autres cantons de la Suisse, ces 10 à 15 dernières années, a toujours eu une croissance de ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut, plus forte que l'ensemble de ses voisins. Donc ça veut dire un tissu industriel, commercial, au niveau économique. Et forcément, on attire du monde. Donc on a une croissance économique supérieure à la moyenne suisse et du coup une croissance démographique aussi supérieure à la moyenne suisse. Ce qui fait que tous les efforts qui sont faits sont parfois un peu neutralisés par cette croissance plus rapide. Et c'est que politiquement, ça prend du temps aussi tout ça, d'ouvrir des bâtiments, de mettre en place du personnel, d'ouvrir de nouvelles places d'accueil. C'est aussi ça, c'est la lenteur aussi du système qui fait que... La lenteur du système, c'est effectivement, je dirais pas ça, parce que je trouve qu'en 15 ans, ce qu'il faut voir, c'est que quand le système est né en 2007, le parascolaire, il y avait plusieurs régions où il y avait ce qui s'appelle 0 place disponible. Il y avait des déserts vraiment d'accueil de jour. Sur le plan parascolaire, je précise. Donc, il y avait un rattrapage beaucoup plus important à faire, ce qui explique que le taux de couverture peut vous paraître en soi bas, mais il partait d'un taux de couverture à 4-5%. Donc voilà. Après, j'entends ouvrir une structure, ça veut dire trouver un terrain, trouver un bâtiment, pouvoir le financer, obtenir le financement, avoir un porteur de projet, engager du monde, etc. Et ça, c'est des processus institutionnels. Mais si vous construisez un logement, vous avez les mêmes enjeux, c'est-à-dire que vous devez... le même temps de gestation. Il faut une mise à l'enquête, il faut configurer, parfois, c'est même des concours d'architecture, etc. Bien sûr. Donc, c'est vrai qu'entre le moment où le besoin existe et le moment où vous arrivez à le satisfaire, il y a un temps de latence plus ou moins long, parce que je peux vous citer à contrario des exemples dans la région, sur Gland même, où tout d'un coup, en une année, il y a eu à peu près 150 places de plus en préscolaire. C'est ça, c'était l'année passée, effectivement, avec le réseau des Toblerones notamment. Mais pourquoi ? Parce que tout d'un coup, il y a la COP qui se retire d'une partie des surfaces qu'ils occupent et propose ces surfaces. Donc les étoiles sont alignées, quoi. C'est ça que vous dites. Donc il y a des choses qui permettent ça. Tout à fait. Des opportunités que vous n'aviez pas imaginées, tout d'un coup se présentent. Si vous avez la surface financière pour le faire, vous allez le saisir. Isabelle Jacquet, vous qui êtes sur le terrain dans notre district, ça va assez vite, ça va pas assez vite. Vous sentez justement toujours ces parents qui disent... Quand est-ce que je vais avoir une place ? Ces inquiétudes-là, elles sont toujours là ? Je pense que le problème, il est vraiment dans ce sens-là. C'est vrai que je pense que du côté parents, on ne va pas assez vite. Mais le problème qu'on a, en tout cas au niveau de notre région à nous, c'est surtout le principe, en fait, c'est que c'est les communes qui construisent. Nous, on émet le besoin aux communes et après, c'est les communes qui construisent. Nous, on n'a pas les capacités de construire nous-mêmes des bâtiments ou de financer des bâtiments. Donc, c'est les communes qui doivent financer des bâtiments et puis c'est les communes qui doivent prendre la décision, oui, non, on fait un bâtiment ou pas. Et après, vous êtes les représentants, en fait, des besoins. Nous, on transmet les besoins, exactement. Et puis, c'est dans ce sens-là, en fait, que c'est peut-être plus compliqué parce que certaines communes ont les capacités de construire des UAPE adaptés. D'autres communes n'ont pas forcément les terrains à disposition proches des écoles ou attenant à une école, en fait, pour construire une UAPE. Donc, il y a toujours des difficultés par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on est un petit peu coincé, en fait, dans ce sens-là. Mais heureusement, on a quand même eu des réactions. On a quand même des belles UAPE maintenant. C'est vrai qu'on ne répond pas encore à la demande par rapport aux capacités de place. Mais ça va vers le mieux. Mais on essaye de trouver des solutions parce que les accueils de midi, par exemple, c'est là où il y a le plus d'attente. Exactement. Et puis, on essaye de trouver des solutions justement pour proposer des accueils qui ne sont pas forcément dans l'UAPE même, mais pour pouvoir proposer des accueils en fait, pour les repas de midi. Alors, on va parler effectivement de tous ces enjeux pour les parents et pour les UAPE tout au long de cette émission. Mais il y a d'autres chiffres que je voulais vous montrer avec ce graphique. Je précise d'ailleurs que c'est dans le rapport de la FAGE que je suis allé chercher ce tableau. Voilà, regardez le taux de couverture. Donc, en fonction des différents domaines
dans le canton de Vaud, hein, taux de couverture observé en 2021 et ensuite la projection, taux de couverture modélisé pour 2025 à 2030, ce que fait la FAGE. Tout ce que vous voyez à droite, eh bien, c'est ceux qui ont le plus gros taux de couverture et aussi la plus grande croissance démographique. Eh bien, c'est la région de la Côte, Sylvie Lacoste. Hein, on voit, regardez, Assez-Boiron, Nyon, les Toblerones, Aglan. Alors, comment on explique ça, Sylvie Lacoste, comment on explique ça? Alors, je pense que ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des zones qui, sur un plan économique, ont des zones d'activité industrielle et commerciale avec des grosses entreprises qui sont implantées dans la région et qui est aussi la proximité du canton de Genève qui fait que le canton de Genève étant aussi un pourvoyeur d'emploi, c'est une zone d'emploi, c'est une zone à très forte densification, en tout cas si on prend Nyon et si on prend Gland, et même dans une moindre mesure Rolle. Et le cercle est enclenché, c'est-à-dire que la population arrive avec des familles et des besoins, etc. Si vous prenez, à contrario d'autres régions, si vous prenez Sainte-Croix, si vous prenez Châteaudet, c'est les deux communes, Rougemont et Rossinière, c'est des zones beaucoup moins densifiées avec des activités économiques qui existent, mais qui ne sont pas de la même force et amplitude. Si on regarde, Isabelle Jacquet, si on prend Assez-Boiron, là, on voit un taux de couverture à 40%, mais qui va s'élever jusqu'à 50% dans les projections de la FAGE pour les 5 années prochaines. Ça veut dire justement qu'il y a un beau développement chez vous, c'est comme ça qu'on doit l'interpréter, et notamment, c'est peut-être l'ouverture à Chézeray aussi qui explique ça. Alors, l'ouverture de Chézeray n'apportera pas, en fait, en soi, beaucoup de places en plus, puisqu'on est passé d'une capacité de 60 places à 72 places. Donc, le gap, il n'est pas énorme. Malgré tout, on a quand même une belle structure sur laquelle on peut se permettre d'accueillir des enfants. Mais si on regarde la capacité de 72 enfants, c'est pas le nombre d'enfants que nous accueillons en général. On est à plus de ça, à près de 100 enfants, en fait, maintenant au niveau accueil, ce qui ne correspond pas aux 72, mais qui correspond vraiment à l'accueil du nombre d'enfants dans cette UAPE. Donc, c'est vraiment la contraction, en fait, le nombre de places, correspond pas forcément au nombre d'enfants accueillis, en fait. C'est ça, effectivement. Et puis, on l'a vu avant, Nyon. Pourquoi est-ce qu'on a vu que ça baissait, justement, dans vos prévisions, Sylvie Lacoste? C'est trop bien représenté, Nyon, aujourd'hui? Alors, Nyon est le réseau du canton qui a les taux de couverture les plus élevés. Donc, avec à peu près, et en pré et en parascolaire, on atteint près de 50%. Pour les raisons que vous avez évoquées avant, c'est ça? Pour les raisons, mais ce qu'il faut aussi se dire, et c'est ce qui fait que disons, les besoins augmentent, c'est pas seulement la croissance démographique, ni le taux, mais c'est le taux d'activité des ménages. C'est qu'en fait, là où une mère, pendant des années, a eu un emploi à temps partiel en dessous de 50%, c'est-à-dire qu'il plaçait, la famille plaçait 2 jours par semaine, il n'est pas rare, notamment dans des régions fortement urbanisées, que le placement soit 5 jours par semaine. C'est ça. Donc, du coup, une place va satisfaire les besoins d'un seul enfant. Alors qu'en moyenne, en préscolaire, on considère qu'une place permet de satisfaire, vous me pardonnerez, c'est un peu bizarre de séparer des enfants, mais 1,6 enfants. En parascolaire, on est plutôt à une place peut satisfaire les besoins de 2 enfants. Donc évidemment que si le taux de placement, la fréquentation des enfants pour un même enfant est sur la semaine complète, eh bien ça réduit la capacité du système à accueillir des enfants. Isabelle Jacquet, est-ce que vous sentez ici dans notre région, dans notre district, que peut-être il y a trop de places à Nyon ou à Gland et puis pas assez justement dans les petites communes? Alors je dirais pas que c'est pas une répartition comme ça en fait qu'il faut regarder, parce que il faut aussi regarder le fonctionnement des communes elles-mêmes. Dans le sens où nous on est un établissement scolaire avec 9 communes. Donc, on doit jouer avec nos 9 communes, en fait. Donc, on n'a pas... bien sûr qu'on regarde ce qui se passe à côté. On est obligé de regarder ce qui se passe à côté. Mais malgré tout, on est tributaire de nos 9 communes. Donc, ça reste vraiment régional, en fait, par rapport à ça.
Après, on peut effectivement regarder avec envie ce qui se passe ailleurs. Nous, on essaye de faire au mieux et c'est notre but. Donc, ça, on doit vraiment plafonner. On doit monter le mieux qu'on peut, en fait, au niveau de la situation. Mais on doit faire en fonction de nos possibilités, en fait. Et on voit ce développement aussi, alors dans les villes, certes, parce que vous avez parlé de Gland, Nyon veut booster aussi ses places d'accueil pour 2025, mais les petites communes aussi. Le Vaud, il y a un projet de construction de 2 bâtiments et de regroupement, justement, un pôle enfance à Saint-Cergue. Bientôt une nouvelle crèche et une UAPE, paraît-il aussi, à Gimel, et puis bien sûr, à Chaiseray. Je vous propose qu'on retrouve Andrea Braslopo qui nous fait la visite, justement, dans ce bâtiment multifonction à Chaiseray. Sarah Lutenbach, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Tournicoty. On va visiter le bâtiment en votre compagnie. J'imagine, Sarah, que inaugurer une UAPE, c'est toujours un petit moment d'émotion. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'était vraiment fort pour l'équipe, d'autant que nous avons été sollicités par les architectes et la commune dès le début du processus. Parvenir tous ensemble à cette fin en collaboration avec l'architecte et pouvoir offrir aussi davantage de places d'accueil a été quelque chose de très important pour nous. Combien d'enfants viennent ici à Tournicoty ? Nous accueillons 72 enfants par jour et 60 enfants l'après-midi. Ça demande forcément du personnel. Combien de personnel ? Nous avons 7 personnes. Donc nous avons la chance de travailler avec une équipe pluridisciplinaire, donc des éducateurs HES, ES, des assistants socio-éducatifs, ainsi que 2 personnes qui viennent renforcer l'équipe sur le temps de midi que nous appelons auxiliaires de cantine. Équipe multidisciplinaire, qu'est-ce que ça veut dire, Sarah ? Donc, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont fait des formations différentes dans l'éducation et qui ont aussi, par ailleurs, un niveau de formation différent, mais qui s'enrichissent. On mise beaucoup sur la complémentarité dans nos structures. Ça veut dire quoi ? Qu'on adapte aussi peut-être aux besoins des enfants ? Oui, tout à fait, en fonction des problématiques. Un adulte, en fonction de ses compétences, va s'occuper, prendre en charge un enfant plutôt qu'un autre. Mais on mise vraiment sur la complémentarité. C'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on va davantage s'occuper des enfants à problématiques particulières que d'autres. C'est vraiment en fonction de la situation et ça se construit en équipe. Bienvenue dans la cantine du Tournicoty. Il y a 36 enfants qui sont accueillis par groupe parce que comme nous accueillons 72 enfants, nous ne souhaitons pas le faire en une fois pour des raisons aussi sonores et organisationnelles. Quel est peut-être l'ADN, la touche, la spécificité ici de cette UAPE Tournicoty? C'est un accueil multi-âge, donc ça c'est quelque chose qui est spécifique aux UAPE à Séboiron. Donc nous accueillons des enfants âgés entre 4 et 10 ans. Donc nous misons beaucoup sur l'exemplarité et aussi la solidarité entre enfants. Et c'est aussi en étant avec des plus jeunes qu'on peut développer tout cet aspect-là, entre autres. Ça passe par quoi, par exemple ? Par déjà l'autonomie, donc les enfants vont eux-mêmes pouvoir se servir dès le plus jeune âge, avec l'aide bien sûr des auxiliaires de cantine. Et puis ensuite, c'est les enfants qui vont eux-mêmes débarrasser leur assiette. C'est quelque chose qu'ils apprennent petit à petit et parfois un plus grand va être amené à aider un plus petit. Et on voit vraiment des jolies scènes qu'on aurait d'ailleurs souvent envie de filmer. La question, c'est toujours le manque de place dans les UAPE. Combien vous êtes là exactement ? Est-ce qu'il y a déjà trop de demandes par rapport justement au nombre de places ici ? Alors c'est souvent aussi en lien avec l'école. Donc la taille de l'école de Chaiseray fait que, en tout cas, cet accueil de 72 enfants cette année répond à la demande de la population. Après, nous avons plusieurs structures au sein de l'association à Séboiron. Et puis il y a une ou deux structures où il y a encore des temps d'attente, mais il faut dire que les politiques ont beaucoup agi à ce niveau-là. Et puis il y a vraiment eu une grande évolution dans le sens où en 2009 on accueillait 12 enfants et actuellement on est à plus de 450 enfants par jour. Et qu'est-ce qui a le plus évolué justement dans votre métier depuis le début jusqu'à maintenant ? Le besoin des familles, évidemment. Il y a de plus en plus de parents qui travaillent les deux et on se retrouve avec des enfants qui passent une majorité de leur temps en collectivité. Donc de ce fait, le besoin des enfants n'est plus tout à fait le même. Il y a aussi un accompagnement sur le plan aussi affectif et on essaye de répondre au mieux. Et on se retrouve aussi avec des enfants qui ont aussi des besoins spécifiques qui sont désormais, la loi le demande aussi, sont intégrés à nos structures. Et puis grâce à une association qui est un organisme, l'OSPES, qui nous soutient financièrement, nous avons la possibilité d'engager des personnes en plus qui nous permettent
d'accueillir un maximum d'enfants. Ces enfants à besoins spécifiques, est-ce qu'ils sont accueillis ici? Oui, tout à fait. Donc nous avons 3 enfants à besoins spécifiques qui sont accueillis au sein du Tournicotis et pour lesquels nous avons reçu un soutien de l'OSPS. De manière générale, on fait souvent une distinction entre les structures d'accueil dans les villes, dans les campagnes. Est-ce que vous avez eu facilement accès à trouver du personnel? Quelles ont été les limites peut-être et les facilités d'être dans un petit village? Alors, on sent que, évidemment, pendant longtemps, on offrait peut-être des conditions qui n'étaient pas celles des villes. Elles ne le sont peut-être pas tout à fait encore, mais en même temps, on y travaille et les conditions vraiment se sont vraiment améliorées. Et on voit que beaucoup de personnes choisissent aussi de venir travailler dans un contexte de campagne. Après, il est clair que les éducateurs tertiaires sont une denrée rare. Mais je dirais qu'on n'est quand même pas trop mal à ce niveau-là et qu'on offre certainement des conditions qui attirent le personnel. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, nous sommes très satisfaits. Sarah Lutenbach, directrice de Tournicotis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà, un joli reportage sur cette UAPE, justement, à Chézeray. J'aimerais vous entendre, Isabelle Jacquet, parce que pas mal de choses ont été abordées dans ce reportage, et notamment autour du personnel et de la qualité d'accueil des enfants, parce qu'on le dit, les enfants passent de plus en plus de temps dans le parascolaire. Comment on fait pour répondre à ça aussi, à la qualité, à l'accueil, et donc du coup, à avoir assez de personnel et assez de personnel formé? Alors, je crois que le problème de personnel, c'est général, vraiment sur le canton de Vaud. Après, c'est vrai qu'il y a des différents degrés d'études qui font qu'on arrive à former une structure avec du personnel formé en suffisance. On a quand même toujours, jusqu'à maintenant, on a quand même toujours trouvé de quoi recruter le personnel nécessaire, mais c'est vrai que quand on a des changements, c'est pas toujours évident de retrouver le remplacement très rapidement. Et puis, je crois que les personnes qui sont en recherche, elles ont vraiment le choix du roi, on va dire. C'est vraiment elles qui décident. Alors, c'est vrai que certains endroits sont moins accessibles que d'autres, en fait, au niveau accessibilité, en transport public ou en déplacement. Donc, ça joue aussi un rôle après sur le lieu de travail. En fait, Et sur la qualité d'accueil, justement, qu'est-ce qui change aussi pour satisfaire les enfants qui passent de plus en plus de temps dans le parascolaire? En fait, le principe, c'est que les enfants se retrouvent comme s'ils étaient à la maison. Vu que les parents, effectivement, eux travaillent, souvent les deux parents travaillent, donc il faut que le cadre de vie des enfants pendant la journée continue ressemble à une journée comme à la maison, avec des coins détente, avec des coins jeux, avec des coins pouvoir sortir à l'extérieur. Enfin, vraiment d'offrir en fait la qualité comme s'ils étaient à la maison, avec aussi des personnes qui sont présente, et comme l'a très bien dit Sarah, c'est aussi le côté affectif en fait qui rentre en ligne de compte pour la relation avec les enfants. Donc, Sylvie Lacoste, comment on fait pour répondre à ces enjeux, justement, à la fois avoir du personnel qualifié, avoir une qualité d'accueil, et aussi ça passe par les horaires flexibles, aussi les horaires flexibles, les horaires étendus pour avoir les enfants de plus en plus tard, pour que les parents soient tranquilles aussi avec leur travail. Il y a l'accueil pendant les vacances aussi, Terre Sainte prévoit de le faire prochainement. Comment on répond à tout ça ? Eh bien, je dirais que j'ai beaucoup d'admiration pour à la fois les politiques qui dégagent les moyens et le personnel qui s'occupe finalement de pédagogie, s'occupe de prévention, s'occupe d'intégration. Qui peut contribuer? C'est bien sûr qu'il y a des normes qui sont fixées par l'Office d'accueil de jour des enfants, qui permet de dire, effectivement, l'accueil, c'est pas juste garder un enfant en attendant que son parent revienne, c'est un moment de vie. Et c'est un moment de développement cognitif, comportemental. Et du coup, on a besoin de personnel formé. Alors, c'est vrai que là, il y a une espèce de champ de tension actuellement à cet égard, parce que, évidemment, plus le nouveau crée, plus il y a besoin de personnel. Alors, il y a eu des effectifs qui ont été augmentés dans les écoles de formation. Il y a eu des classes, notamment dans le personnel tertiaire, donc de niveau HES ou universitaire, pour pouvoir former plus. Mais la question qu'on doit se poser, au-delà du nombre d'éducateurs disponibles,
c'est plus généralement les conditions d'emploi. Et quand je parle de conditions d'emploi, ce n'est pas forcément uniquement le salaire. Il serait intéressant... L'accessibilité, Isabelle Jacquet en parlait aussi. Alors ça, mais j'irais peut-être une certaine forme de pénibilité dans ce travail-là, parce que la directrice, elle évoquait le fait que, par exemple, à midi, on faisait des groupes de 36 enfants pour éviter effectivement d'avoir une espèce de brouhaha et de cacophonie qui, au bout d'une journée, est insupportable. Oui. Donc, il y a toutes les conditions périphériques. Il y a le lieu. Alors, c'est vrai qu'un lieu de qualité, ça a un coût, ça, on ne me dit qu'on ne vient pas, mais si vous faites des lieux qui permettent à la fois aux enfants de se sentir bien et d'évoluer à l'aise, c'est aussi vrai pour le personnel qui a une salle de repos, qui, disons, est protégé ou a du matériel ergonomique ou Dieu sait quoi. Donc, il y a quand même plusieurs volets à prendre en considération pour que le personnel se dise « j'ai envie de venir travailler là ». Bien sûr. Et il y a un projet d'étude d'ailleurs qui est en train de se forger sur la trajectoire du personnel tertiaire dans les structures d'accueil, aussi bien préscolaires que parascolaires, pour s'assurer que les personnes font leur carrière dans le domaine où elles ont été formées ou partent parce qu'à un moment, ça ne répond plus à des conditions optimales. Donc là, je pense que ça nous apprendra finalement, est-ce que ce métier est attractif? Et s'il l'est, pour quelles raisons? Et s'il ne l'est pas, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour éviter, comme on l'a vu dans le personnel infirmier, par exemple, où il y a eu un plan presque au niveau fédéral et cantonal pour essayer d'attirer du monde dans ce milieu-là. Un des autres enjeux, on en parlait aussi, l'accueil des enfants à besoins spécifiques. Je sais que la FAGE a notamment une nouvelle politique en termes d'inclusion. On va pouvoir revenir aussi sur un projet nyonnais avec vous, mais Isabelle Jacquet, concrètement, comment ça se passe dans l'application concrète, l'accueil des enfants à besoins spécifiques? Est-ce que les UAPE aujourd'hui sont prêtes, sont assez formées aussi pour ça? Est-ce que tout est clair? Alors, en fait, de notre côté, nous avons entamé justement la démarche de pouvoir accueillir les enfants à besoins spécifiques et on est en phase de conclure un contrat de collaboration avec l'association Coup de pouce qui permettra justement de faire cette intégration dans le cadre des UAPE. Donc, c'est la démarche qu'on est en train de faire actuellement. Est-ce que pour vous, ça pose des soucis pour les UAPE ou au contraire, tout est facile? Alors, on ne va pas dire tout est facile, mais disons que ça ne pose pas de problème en soi, puisque l'intégration de ces enfants est nécessaire quand même dans le cadre de la sociabilisation. Et puis, c'est important justement qu'ils puissent avoir la même vie que les autres, tout en pouvant apporter une solution un peu plus spécifique pour ces enfants-là. Mais ils ont le droit d'avoir la même vie que les autres, en fait, dans le même cadre que les autres. Sylvie Lacoste, qu'est-ce qu'on entend par inclusion ? Alors, c'est se dire qu'on crée un cadre adapté, d'abord qu'on est ouvert à la demande d'une famille qui veut placer son enfant. Je rappelle qu'on est dans le cadre de la conciliation vie familiale, vie professionnelle et que les parents ont les mêmes droits d'accès à ces places d'accueil. Mais ça peut poser sur un plan matériel, physique, des contraintes. Ça peut poser des contraintes sur un plan psychologique, sur le plan du rythme de développement. Du coup, au niveau cantonal, il y a deux organismes qui actuellement travaillent. Il y a l'OSPES, qui était cité, qui est un office cantonal qui permet de financer l'apport de personnel complémentaire pour l'accueil de ces enfants. Et puis la FAGE a décidé que, comme c'est dans les missions de l'accueil de jour, que de contribuer à la prévention, à l'intégration et l'inclusion, elle allait financer une nouvelle fonction qu'elle a appelée de coordination à l'inclusion.
cette nouvelle fonction, nous la finançons. Nous finançons, alors selon un ratio, peu importe comment il est calculé, les réseaux directement, et ce à quoi faisait allusion Madame Jacquet, qui est la fondation Coup de pouce, qui travaille aussi, que nous subventionnons, et qui travaille également à soutenir les réseaux dans la mise en place d'une politique inclusive. Alors pourquoi mise en place d'une politique inclusive? C'est qu'on s'est rendu compte que en fait, il dépendait du bon vouloir ou de la sensibilité de la direction et du personnel d'une structure d'offrir, disons, une opportunité pour un enfant à besoin particulier. Ça ne nous paraît pas juste en termes d'équité. Finalement, c'est l'ensemble des institutions d'accueil de jour qui doivent pouvoir avoir la même ouverture et la même approche. Et cette fonction, c'est une fonction transversale au réseau, de quelqu'un qui peut venir en soutien pour examiner la situation, examiner quel est le cadre qu'il faudrait mettre en place, et puis travailler aussi avec ce qu'on appelle les réseaux autour de l'enfant, que ce soit les pédiatres, l'école et d'autres organismes. Et par des associations, notamment à Nyon, justement, il y a un projet que vous avez financé, la FAGE, projet de la ville de Nyon, de la FAGE et donc avec l'association Caracol, bibliothèque inclusive et pratique pédagogique égalitaire. Juste en 2 mots, qu'est-ce que ça permet qu'est-ce que c'est ce type de projet? Qu'est-ce que ça permet? Alors, ça permet justement de sensibiliser l'ensemble du personnel, l'ensemble des acteurs institutionnels à la question de l'inclusion et à ce que ça implique au niveau du langage, des attitudes, de l'espace, de l'environnement. Encore une fois, c'est justement l'exemple type de on ne laisse pas justement au bon vouloir de chacun. Là, c'est un projet qui touche tout le parascolaire, qu'a initié la ville de Nyon avec cette association Caracol, pour permettre de faire un programme transversal à toutes ces institutions parascolaires. Et de mémoire, je ne pourrais plus vous dire s'il y en a une quinzaine, je pense, du APE à Nyon. Ça veut dire que l'ensemble de ces institutions vont pouvoir bénéficier de cet apport. Il y a un coordinateur à Séboiron, justement ? C'est par le biais de la Fondation Coup de pouce. Oui, c'est par le biais de la Fondation Coup de pouce. Effectivement, un mot aussi sur ces associations intercommunales. Isabelle Jacquet, quels sont aujourd'hui les enjeux qui se posent à vous aussi? Je sais qu'il y a des problèmes d'entraide souvent entre les communes, c'est pour ça qu'il y a ces associations intercommunales qui sont là. Est-ce que ça suffit pour répondre aux besoins? Et puis, que faudrait-il faire à l'avenir pour améliorer les choses? Alors, moi je dirais que par rapport, vu que c'est vraiment des associations régionales, je pense qu'on a la chance que toutes les communes jouent le jeu déjà par rapport aux besoins qu'on a, parce que c'est quand même le plus important, c'est aussi que les communes jouent le jeu. Donc ça, c'est la première chose. Et d'autant plus qu'on sait que les communes financent tout ce qui est accueil, tous les bâtiments d'accueil parascolaire, préscolaire, en fait, c'est toutes les communes qui financent ce genre de choses. Enfin, c'est spécifiquement les communes sur lesquelles elles sont implantées. Donc, on a la chance justement d'avoir cette solution-là. Après, on a effectivement, il y a toujours, on ne pourra pas répondre à tout. Mais le but, c'est quand même de faire le maximum, en fait, pour être présent pour la population. Mais pour autant, on a vu justement, on l'a lu dans 24 heures récemment, Morges a décidé de quitter l'association de communes AGEMA pour pouvoir aller plus vite. On a du mal à comprendre ce type de stratégie. Ça fait que petit à petit, les communes vont faire cavalière seule parce que les associations intercommunales, ça demande trop d'efforts pour de l'entraide? Je pense pas que ça demande trop d'efforts, en fait, en soi. Je pense que pour nous, étant des petites communes, on est obligé de travailler par ces associations intercommunales. On n'a pas la possibilité, en tant que commune, d'agir seul et de démarrer seul sur des projets. Donc, c'est sûr qu'on a un petit peu... notre bassin de population ne nous permet pas de faire différemment qu'une association intercommunale, en fait. Donc,
On est tributaire, en fait, de notre bassin de population. Sylvie Lacoste, rapidement. Si j'ose rapidement dire, on ne peut pas comparer un bassin de population de 9000 habitants et 9 ou 10 communes. 9 communes. 9 communes. À un réseau qui couvrait les besoins d'une population, enfin, qui était censé les couvrir de plus de 60 000 habitants et 31 ou 34 communes, j'ai plus les chiffres exacts en tête. Donc, la question qui s'est posée dans le réseau AGEMA, c'est la question de la gouvernance d'un grand bateau, d'un grand navire, où en plus, si vous voulez, le réseau AGEMA n'exploite rien en propre. La grosse différence, c'est que Assez-Boiron est une association intercommunale qui est l'employeur de toutes les structures. Alors que le réseau AGEMA était dans la situation où pour, je dirais, grosse maille, 30 structures, 20 exploitants différents. Donc évidemment, en termes de équité de traitement, en termes de homogénéité de la politique qui est suivie, c'est compliqué quand vous devez convaincre 19 exploitants d'aller dans un certain sens. Un dernier petit mot aussi pour parler de ce fameux rapport de la Cour des comptes qui a été publié aujourd'hui, qui analysait notamment le financement, on va dire, de l'accueil de jour dans notre canton. Plusieurs critiques ont été émises et j'aimerais vous entendre, Sylvie Lacoste, là-dessus, parce que paraît-il que la Cour des comptes pointerait du doigt justement à la fois un manque de contrôle financier et une autre chose que je trouve vraiment très intéressante, c'est l'inégalité territoriale en termes de prix, en fait, c'est-à-dire que le prix d'un accueil de jour, par exemple, et bien sûr la côte, ne serait pas le même que dans la Broye ou que dans le Gros-de-Vaud. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela ? Alors disons rapidement, puisque je crois que le temps imparti arrive à sa fin, je dirais qu'on a un modèle qui a été voulu comme ça. On a un modèle qui a été voulu comme d'abord un partenariat public-privé, donc qui engage à la fois les pouvoirs publics et les employeurs vaudois. On a un modèle qui repose sur les communes qui ont gardé et conservé une autonomie qui a été voulue par la loi. Et à partir du moment où on a développé ce modèle, il faut admettre qu'il y a des conditions cadres qui sont inscrites dans la loi sur l'accueil de jour des enfants, que la FAGE a la responsabilité de faire respecter, mais tout en respectant l'autonomie communale. Alors, ce que dit la Cour des comptes, ce n'est pas du tout qu'il y a un problème de controlling financier. Elle dit simplement qu'on pourrait affiner les indicateurs et elle dit surtout on pourrait essayer de plus, de plus homogénéiser. Elle ne dit pas uniformiser, elle dit d'essayer de gagner en homogénéité pour que, effectivement, les parents n'aient pas des disparités au niveau des conditions d'accès et au niveau du prix payé. Mais maintenant, si vous habitez la RIP, Chaiserey, ou si vous habitez Lausanne, en tant que citoyen, vous n'allez pas payer les mêmes impôts, vous n'allez pas payer les infrastructures de la même façon, etc. Donc ça correspond à une diversité territoriale qui a été voulue. On peut imaginer, si on veut une standardisation complète, alors ça veut dire qu'on change le modèle et c'est une négociation politique, économie et institution. Pour terminer cette émission, un dernier petit mot à toutes les deux, mais qu'est-ce que vous souhaiteriez pour la suite, Isabelle Jacquet ? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au développement de l'accueil de jour dans notre région et puis à l'AEE que vous représentez ? Pour nous, c'est d'arriver en fait effectivement à couvrir le taux qui est recommandé de couverture d'accueil, de places d'accueil. Donc ça, c'est vraiment d'arriver à ça. De convaincre nos communes de ce besoin grâce à l'étude de démographie de la FAGE. Et nous, on a fait aussi une étude démographique en interne sur la région Assez-Boiron. Donc, c'est vraiment de pouvoir répondre à la population. Continuer à offrir de plus en plus de places. Exactement, oui. Et pour vous, Sylvie Lacoste, je précise que ça fait une dizaine d'années que vous êtes la directrice de la FAGE. Vous quitterez vos fonctions à la fin de l'année. Quel bilan vous tirez de ces 10 dernières années et puis comment est-ce que vous aimeriez voir l'accueil de jour évoluer ces prochaines années ? Alors, le bilan que je tire, c'est d'une part l'énorme travail qui a été accompli. Je ne parle pas seulement du nombre de places créées. Je veux dire, on a créé un partenariat avec les réseaux
qui, j'ai la prétention de le dire, est un modèle en ce sens qu'on a été dans une logique d'incitation, de coopération, etc. Et ce que je peux souhaiter, c'est que ce modèle de gouvernance, qui est tout à fait particulier, j'en conviens, qui peut apparaître aux non-connaisseurs comme un modèle complexe, ne soit pas démantelé pour finalement perdre sa richesse et finalement, disons, ôter la responsabilité du terrain politique des acteurs locaux. Voilà. Eh ben, très bien, merci beaucoup en tout cas à toutes les deux d'avoir été avec moi dans cette émission. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Merci et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Je vous souhaite une très belle soirée sur NRTV. On se revoit demain jeudi. Ciao.